Bien, mesdames, messieurs, bonjour, bonjour et bienvenue pour ce nouveau petit déjeuner de la création. 16e année d'existence, on va terminer même cette 16e année. 16 années, et puis surtout des petits déjeuners qui ont permis d'accueillir depuis toutes ces années plus de 350 experts, plus de 350 intervenants de qualité, avec souvent des messages à forte valeur ajoutée pour les jeunes créateurs. Et puis un peu plus de 4000 porteurs de projets, et jeunes créateurs qui, au fil des ans, au fil des années, sont venus assister à ces petits déjeuners. Et puis ont eu, je crois, me semble-t-il, d'après les retours que nous en avons régulièrement, on finalement à trouver un bon conseil, la clé qui finalement leur a permis d'accélérer, d'aller plus vite, de créer plus facilement, de se projeter dans un projet de vie souvent, parce que je ne sais pas, porteur de projet, créateur d'entreprise, c'est quoi? C'est un métier, c'est une profession, c'est une passion, c'est quoi? C'est un projet de vie finalement, la définition n'est pas évidente, et grâce à ces petits déjeuners depuis 16 ans, eh bien, je crois que un peu plus de 4000 participants, mais surtout quelques dizaines, quelques centaines de belles créations dont on a régulièrement les retours et un vrai plaisir. Alors on espère aujourd'hui que ce sera la même chose, pratiquement certain d'ailleurs, je pense, vu la qualité du plateau présent ce matin, avec un thème, alors c'est amusant parce qu'il y a 16 ans, pourquoi je vous parle de toute cette histoire-là, de ces 4000 participants, jeunes créateurs, porteurs de projets, il y a 16 ans, le premier thème de Petit Déjeuner de la création, c'était se retrouver dans le maquis des aides à la création. Alors le titre n'était pas le même, hein, voilà, c'était pas du tout le même thème, mais finalement on se dit que à travers le temps, eh bien, les sujets restent, et le sujet du financement, ô combien important, d'accord, de la guerre, pas seulement, on le verra, il y a beaucoup d'autres choses à voir également, mais c'est tout de même le nerf de la guerre, et c'est aussi également eh bien, un domaine dans lequel on a parfois beaucoup, et là je parle sous le contrôle de Gilles, on a beaucoup de mythes, c'était pour pouvoir te citer, on a beaucoup de mythes, on a beaucoup de croyances. Pour ma part, 4000 jeunes porteurs de projets, je peux vous dire que j'ai entendu un nombre de fois incalculable. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de subvention, il n'y a rien pour moi. Je suis un pauvre porteur de projet laissé à l'abandon. Alors que, regardez, on voit dans les journaux tous les jours, et c'est l'inverse, c'est l'autre bout de la chaîne, telle ou telle entreprise, regardez toutes les subventions qu'ils ont eues. On va se poser la question avec nos intervenants, savoir si aujourd'hui on ne peut trouver des financements que si on est une entreprise digitale, innovante, dans le domaine je sais pas, dans le domaine de la data ou de la blockchain ou des sujets, vous savez, sur lesquels on voit des titres, des gros titres, et puis on a l'impression que l'argent ne va qu'à ces personnes-là. Eh bien, écoutez, on va se poser la question et on va casser les codes, on va casser les mythes, on va donner la réalité. Vous verrez tout simplement que, par exemple, certains intervenants nous diront oui, effectivement, il vaut mieux être innovant et il vaut mieux être mais pas seulement. D'autres nous diront, non, nous les banquiers, on maîtrise mieux certains sujets qui sont des sujets plus classiques, et peut-être que finalement, contrairement à ce qu'on peut croire, parfois quand on vient avec des sujets dans l'économie traditionnelle, eh bien on peut aussi, si on a les bonnes clés, si on a les bons codes, on peut effectivement arriver et trouver des financements. Alors, je vous propose de commencer tout de suite par un petit tour de table avec nos intervenants du matin, en sachant que ces intervenants ont accepté depuis plusieurs jours de se poser la question quelles pouvaient être les clés, les bonnes questions, quelles pouvaient être les clés qui vont vous permettre d'avancer ce matin. Et pour en parler, eh bien, ils sont là. Et puis ah oui, c'est quand même important, on n'a pas que des experts, on a aussi un témoin qui nous quittera un petit peu plus tôt ce matin, donc voilà, donc on lui donnera la parole peut-être un petit peu plus tôt. Un témoin, c'est quoi? C'est quelqu'un comme vous, c'est-à-dire quelqu'un qui a créé son entreprise, qui a bénéficié de certains dispositifs d'accompagnement, ou qui croise les doigts pour savoir si certains autres vont arriver dans les jours qui viennent, dans les heures qui viennent. Ça sera le cadeau de Noël, c'est ça, voilà. C'est ça. Et qui nous dira, peut-être en réaction des premiers témoignages, si lui, il a ressenti la même chose. Hein, il est de l'autre côté de la barrière, il est côté des créateurs, il nous dira si c'est compliqué, c'est facile, s'il n'y a pas d'argent, voilà. Et un métier extrêmement innovant, digital et numérique, puisqu'il est restaurateur. Voilà, on en parlera tout à l'heure, vous voyez, c'est comme quoi on peut aussi se débrouiller dans tous les domaines. Nicolas Rigaud, bonjour. Je vais me pousser un petit peu pour que tout le monde vous voit, parce que je n'avais pas prévu d'avoir du public. Il y a du monde ce matin juste derrière moi. Nicolas Rigaud, en quelques mots, est-ce que vous pourriez vous présenter, nous parler en quelques mots aussi, finalement, du CRT, de la Maison Inauvergne, des organismes que vous représentez ce matin? Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, Nicolas Rigaud, je suis directeur adjoint de la Maison Inauvergne, qui est en fait un collectif de partenaires publics et parapublics qui accompagnent en fait au projet d'innovation. C'est-à-dire soit la création d'entreprises innovantes, soit l'accompagnement d'entreprises classiques qui ont des projets d'innovation. Parce qu'en fait,
pour rebondir sur ce que je venais de dire, on n'intervient pas que sur la création d'entreprises dans le secteur du numérique, on va éviter un peu les clichés, mais également on accompagne les entreprises du secteur industriel, essentiellement le secteur de la mécanique, de la plasturgie, de l'agroalimentaire, et elles aussi peuvent avoir des projets de développement. C'est un collectif, donc en fait, notamment il y a par exemple un partenaire à la Chambre de commerce, le service d'innovation de la Chambre de commerce, et il y a à peu près une douzaine de partenaires qui aident soit pour l'accompagnement à la créa, soit effectivement anté-création, soit post-création, soit développement. On en parlera tout à l'heure, effectivement. Noël Petit, la CCI, on est chez vous aujourd'hui, ce matin. Remarquez, les petits déjeuners, on est toujours chez vous. Hein. Voilà, de la création, c'est vous qui les organisez, c'est ça? Ou dans des établissements qui vous sont proches. Noël Petit, vous dirigez le service création, transmission, reprise à la CCI. En quelques mots, quelques mots de présentation de vous, et puis peut-être un peu les consulaires également. On ne connaît pas toujours très bien la porte d'entrée naturelle de la création d'entreprise. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, comme vous l'avez indiqué, je suis en charge du service création, reprise, transmission à la CCI du Puy-de-Dôme. Donc c'est un service qui a pour mission d'accueillir, d'orienter, d'accompagner les porteurs de projets, que ce soit en création ou en reprise d'entreprise. Ça c'est ma casquette principale. J'ai également en charge une plateforme d'initiative régionale qui s'appelle INT, qui est une plateforme qui octroie des prêts d'honneur auprès d'entreprises bien particulières, les startups d'un côté, avec un fonds d'innovation qui s'appelle AT2I+, et les entreprises plus traditionnelles qui se transmettent, puisqu'on a un fonds qui permet de financer des repreneurs d'entreprises à partir du moment où il y a au moins 5 salariés au moment de la reprise. Voilà, donc c'est les deux casquettes où je m'occupe et de la création et de l'accompagnement, et également du financement. Vous voyez, repérez bien Noël, il a dit qu'il avait des financements. Ah, ouais. Ah ben, puisqu'on parle de financement, obligé, on va parler des banquiers. Christophe Cheminade, en quelques mots là aussi, l'organisme que vous représentez, et puis bien entendu l'organisme bancaire que vous représentez, et puis peut-être un petit mot sur vous aussi. Qui êtes-vous? Alors bonjour à tous, je suis Christophe Cheminade et je suis chargé de développement du secteur des professionnels pour le Crédit Agricole Centre-France. En fait, j'interviens spécifiquement sur les problématiques de création en reprise des entreprises sur notre région et plus particulièrement sur le Grand Clermont économique, puisqu'on est une banque régionale et donc on a une politique d'investissement sur le territoire. Voilà. Merci. À côté de vous, alors il y a une politique de la chaise vide, non, il nous manque un cluster. Madame Capiton qui va nous rejoindre dans quelques minutes, qui est un peu en retard. À côté, un homme incontournable. Si vous êtes un porteur de projet, que vous n'avez pas commencé par aller voir votre expert comptable, ce n'est pas une bonne solution. Il faut commencer par vous. Denis Bobet, en quelques mots, peut-être vous, le parcours, l'homme, et puis peut-être quelques mots sur l'ordre et les experts comptables en présentation. Alors, Denis Bobet, expert comptable et commissaire aux comptes. Je représente aujourd'hui l'ordre des experts comptables, qui est là pour vous accompagner déjà dans le projet, notamment dans le prévisionnel et voir la forme de société, etc. Ensuite, vous accompagner bien entendu dans la création, le développement de votre entreprise, et éventuellement après la dissolution, ou la transmission du moins, pour, si vous voulez, vendre votre entreprise, au niveau d'évaluation, de la transmission, etc. Voilà un petit peu le problème l'aide des experts comptables dans le domaine de l'entreprise. Et à côté de vous, donc on en a parlé tout à l'heure, il y a quelques secondes, un témoin, il faut quelqu'un qui ait les deux pieds dedans, j'allais dire, excusez-moi de l'expression. Bon, ces messieurs ont une forte expertise, mais vous êtes dans les deux pieds de la création. En quelques mots, Monsieur Martinez, vous présentez votre parcours et le restaurant que vous représentez. Alors, donc, je suis Maxime Martinez, j'ai racheté le Bistrot dans le quartier de Montferrand il y a maintenant plus de 31 ans, ça va faire 3 mois. Et ça fait du moins 9 mois que j'étais sur le projet, donc il a fallu me faire accompagner, etc. sur l'ouverture du projet. Et puis ça s'est réalisé, donc voilà, depuis 2 mois et demi d'ouverture. Ah oui, donc c'est tout frais. Les peintures sont pas sèches encore, enfin si, si, voilà, c'est 2 mois et demi d'ouverture. Heureux, tout va bien, la vie ça va, d'accord. Donc vous avez noté, hein, ce midi, vous n'êtes pas invité non plus. Mais si vous ne savez pas où déjeuner, peut-être que l'apéro, on ne sait jamais. L'apéro. C'est où déjà, vous vous rappelez l'adresse? Dans le quartier de Montferrand, du séminaire. D'accord, ok. Bon, voilà.
Hein, n'oubliez pas pour déjeuner ou repas d'affaires, c'est le bon endroit. On en profite, hein, jeune créateur, voilà, si on peut apporter un minimum d'appui, ça sera la moindre des choses. Alors, on va parler, je vais m'intéresser, pour débuter sur ce petit déjeuner, je vous l'ai dit, on va essayer de casser des mythes. On va essayer de casser des mythes parce que le financement, vous savez, il y a plein de faux semblants. Voilà. D'un côté, il y a des jeunes créateurs qui vont vous dire il n'y a pas d'argent, d'autres qui vont vous dire non, non, attendez, il y a des aides que pour l'innovation et pour le digital. Il y a des mythes et il y a réellement une autre façon de voir les financements. Parce qu'un financement, d'abord, ce n'est pas tout, c'est pas à 100%. On verra que, alors, Madame Capitan n'est pas là, mais on verra qu'il y a aussi des capacités à avoir des financements indirects, être accueilli dans un cluster, être accueilli dans un établissement, une pépinière d'entreprise, c'est aussi une forme de financement. Et Dieu sait s'il est importante, même si elle est plus immatérielle, elle est plutôt matérielle, à l'inverse même, j'allais dire immatérielle. Non, elle est plus matérielle cette fois-ci. Mais on va parler ensemble, on va échanger ensemble une petite heure, et on vous donnera la parole après, avec des experts qui, eux, ont une vision globale du financement, et on va essayer de les challenger un petit peu, d'aller leur demander, voilà, finalement aujourd'hui, qui est financé, ce qui est vraiment du financement, et puis pour démarrer cette table ronde qui n'est jamais ronde, voilà, on va se le dire une fois pour toutes. Nicolas Rigaud, vous êtes peut-être l'homme qui a la vision la plus 360, j'allais dire, des dispositifs d'accompagnement, ou au moins, tout au moins, dans le domaine de l'innovation, hein, j'allais dire, voilà, là où on présuppose qu'il y a effectivement plus de financement, plus d'argent. Est-ce qu'on peut dresser peut-être quelle est votre vision à vous, l'homme qui a cette vision un peu 360 des financements et de l'innovation? Est-ce que finalement, cette vision 360 vous permet d'avoir un recul et de vous dire qu'il n'y a pas, encore une fois, que des entreprises de digital qui vont avoir de jolis chèques au terme d'une commission à la Maison Innoverne, voilà. Qui peut être financé selon votre regard à vous? Oui, je n'ai pas précisé tout à l'heure, pour le compte de la Maison Innoverne, effectivement, nous gérons ce qu'on appelle le comité Innoverne, qui est un comité mensuel qui examine les aides publiques à l'innovation. Et maintenant, un certain nombre d'organismes, soit si Société de Conseil Régional, BPI France, certains dispositifs de la Chambre de commerce dédiés à l'innovation, c'est effectivement une demande d'incubation dans un incubateur d'entreprise. Effectivement, c'est examiné dans ce comité. Alors effectivement, il y a beaucoup de clichés parce que les médias ont tendance à gonfler un petit peu le message en focalisant l'innovation sur le numérique, les big data et l'intelligence artificielle. Bon, effectivement, heureusement, il n'y a pas que ça. Le réel de la vie économique ne tourne pas uniquement autour de ça, même si effectivement il y a de grands enjeux en termes d'évolution des systèmes économiques tels qu'ils seront sous peu. Il y a en fait, on a effectivement beaucoup le cliché en disant qu'il y a beaucoup d'argent pour l'innovation, et en fait, pour la création d'entreprises classiques, c'est beaucoup plus dur en fait, finalement, d'avoir un accompagnement. En fait, c'est parti d'un postulat. Le pouvoir public, quel qu'il soit, l'État, l'Europe, les régions, les collectivités, les champs consulaires, il faut savoir que quand vous créez une entreprise dite innovante, il faudrait déjà s'entendre sur la définition d'innovation. Alors là, on ne va pas rentrer dans ce débat-là parce que là, on en a pour des heures. On fera juste une parenthèse à la fin sur la notion élargie d'innovation. Voilà, le principe d'une activité innovante, c'est qu'effectivement, vous avez créé une activité qui n'a pas d'équivalent actuel sur le marché. Quelque chose qui est différent, qui n'a pas de facilité à interpréter et à dire, ben voilà, pour être rentable d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, voilà à peu près le chiffre d'affaires que vous allez générer, les marges que vous allez faire. Là, on rentre dans quelque chose où en fait vous avez beaucoup d'incertitudes parce que vous avez tout à bâtir. À bâtir un projet, à bâtir une idée, à trouver des clients, à bâtir un modèle économique qui va vous permettre d'être rentable et ensuite de croître. Et donc, cette approche-là fait que, on va dire, le financement classique vers lequel les entrepreneurs se tournent, c'est-à-dire le financement bancaire en premier lieu, il y a un certain nombre d'organismes bancaires. Quand vous allez voir votre conseiller financier, on voit dans votre quartier, le conseiller financier, vous lui dites, moi j'ai un projet d'innovation, je n'ai pas de marché, je n'ai pas de client pour l'instant, je suis dans l'incertitude totale et je serai peut-être rentable d'ici 4 ou 5 ans. Le conseiller financier va rentrer votre demande d'emprunt dans son ordinateur et brusquement l'ordinateur va vous dire, attendez, ça ne marche pas. Ben oui. Ils sont pas restés, donc on en parlera tout à l'heure. Je suis volontairement provocateur, mais bien sûr. Simplifié. Hein. Ce que je veux dire, c'est que les pouvoirs publics ont effectivement développé un certain nombre d'outils parce que dans l'innovation, on est dans le champ de l'incertitude. C'est-à-dire qu'être catégorique en disant je serai exactement à cet endroit-là dans 3 ans, quand vous travaillez dans l'innovation, vous allez vous donner un certain nombre de garanties, mais ce n'est pas aussi simple que ça. Donc effectivement, il y a un certain nombre d'aides publiques différentes pour gérer l'innovation, aussi bien avant de créer votre activité, parce que ce qui est très important, nous, dans le domaine de l'accompagnement public à l'innovation, c'est justement de répondre à un maximum de questions pour caler son projet d'entreprise avant de créer, notamment dans le secteur de l'innovation. C'est même presque une étape plus essentielle par rapport à ça, et vraiment
temps qu'ils viennent nous rejoindre pour un petit bonjour. Allez-y, je crois qu'il y a une chaise, voilà, juste à... On en parlera après. On aura des gens qui vont se croiser ce matin. M. Martinez, lui, va partir plus tôt, donc on aura des... Voilà, pardon. Il s'agit d'être beaucoup plus... d'avoir un questionnement beaucoup plus profond, parce qu'on est sur quelque chose d'inconnu. Et il va falloir ensuite aller convaincre des parties prenantes, c'est-à-dire des financeurs, des clients, que votre solution a un potentiel. Donc en fait, ça demande un travail avant la création qui est beaucoup plus important. Et c'est pour ça que les pouvoirs publics financent notamment des incubations, par exemple. C'est une manière effectivement de financer, c'est-à-dire que vous allez être hébergé pendant un certain temps dans une enceinte, où vous allez confronter un certain nombre d'experts qui vont vous poser les mauvaises questions. Pas les bonnes questions, c'est que vous êtes persuadé de votre projet, c'est normal, vous êtes motivé, c'est là où vous allez aller. Mais par contre, ils vont vous poser d'autres questions en disant, mais comment vous allez être rentable? Comment vous allez atteindre votre client? Est-ce que le canal de distribution, c'est directement du B2B, du B2C? Je ne vais pas rentrer dans tout le détail, il y a énormément de questionnements. Mais le principe, c'est qu'il va falloir de plus en plus transformer une idée qui est complètement différente d'un agent économique. Parce que l'innovation n'échappe pas aux lois classiques de l'économie. Ça n'a jamais changé, etc. Il y a des modèles disruptifs, comme on dit, mais il y a quand même un certain nombre de lois de base en économie qui s'appliquent à tous les agents. Que ce soit Google ou que ce soit une entreprise avec un salarié. Ce que vous nous dites finalement pour débuter cette table ronde, c'est qu'il n'y a pas une aide à la création d'entreprise. Parce que ça, je l'entends souvent chez les porteurs de projets qui disent mais je crée mon entreprise, il doit y avoir des aides parce que je crée. Non, il n'y a pas nécessairement, c'est votre choix de vie, c'est votre choix personnel. Il n'y a pas de raison qu'on vous aide plus particulièrement si vous créez une entreprise que si vous faites. On doit y avoir des aides qui sont ciblées parce qu'elles correspondent à des enjeux particuliers déterminés par le législateur, déterminés par la région, déterminés par les consulaires. De dire là, il y a une difficulté majeure, tout comme il va y avoir des aides dédiées aux femmes créateurs d'entreprise, par exemple, parce qu'on sait que c'est plus compliqué, mesdames, effectivement, pour vous de créer une entreprise, on le voit, il y a un pourcentage de jeunes femmes créateurs qui est moindre par rapport aux hommes. Donc il va y avoir finalement une détermination d'un besoin pour l'économie générale, de l'économie globale, et on va en creux finalement déterminer là où on a besoin de réellement aider. Tous les créateurs n'ont pas le droit à une aide systématiquement. C'est pas... En fait, je ne sais pas si la vision sera partagée par les autres membres de la table ronde. Oui. Moi, l'approche que j'ai, c'est de dire tout simplement il ne faut pas que votre projet soit calé par rapport à une aide. Si c'est l'aide et les critères de l'aide qui vous aident à créer votre activité, vous êtes sur le mauvais mindset, entre guillemets. C'est mon projet tel qu'il est, ces composantes-là. Est-ce qu'éventuellement un dispositif d'aide, qu'il soit technique ou financier, peut venir me donner un effet, ce qu'on appelle, ce qui est important pour le pouvoir public, c'est ce qu'ils appellent l'effet levier, c'est-à-dire est-ce que l'aide publique va vous donner un coup de main pour aller plus vite, pour débloquer certains verrous que vous n'arriveriez pas tout seul, parce que simplement, même avec toutes vos ressources, vous êtes bloqué. Mais c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut l'avoir. Toujours se dire, on a eu, je pense à un cas que j'ai connu il y a quelques mois, de deux porteuses de projets qui avaient un projet d'entreprise. Et à un moment, on s'aperçoit qu'au niveau de la trésorerie, justement, il y a des problèmes de trésorerie, et ils nous disent, ben voilà, on attend la prochaine aide pour pouvoir redémarrer. Ils disent, mais alors vous savez qui c'est qui détient le calendrier là? C'est le pouvoir public. C'est comme quand vous êtes hypothéqué par une banque sur vos acquis. C'est plus vous qui drivez le devenir de votre projet. Il faut rester maître de son projet. Donc, solliciter une aide, c'est parce qu'effectivement, ça va débloquer certains éléments. Mais il ne faut pas, enfin, on va dire l'approche vertueuse, je ne pense pas que je dise de bêtises, mais c'est de dire quels sont les dispositifs que je vais aller chercher pour me donner un effet accélérateur ou pour débloquer certains éléments. De ne pas faire dépendre son projet de décisions extérieures, parce que dans ce cas-là, on n'est plus maître de son projet d'entrepreneur. Et que vous avez raison d'insister sur le modèle économique qui ne doit pas être masqué par une illusion d'avoir les aides et qu'effectivement, vous voyez, on a cité Google, alors Google gagne très bien sa vie, voilà, mais je reprends l'exemple des réseaux sociaux, où Facebook est l'exception et encore depuis peu de temps, les actionnaires ont pressé parce que c'est une entreprise qui est extrêmement innovante et qui n'avait jamais gagné d'argent pendant 10 ans. Si vous prenez tous les autres réseaux sociaux, soit LinkedIn qui vient de déposer le bilan, ils ont été rachetés, vous prenez Twitter, ils ne gagnent pas de l'argent, ils ont fait un trimestre, je crois, bénéficiaire. Donc l'innovation n'est pas, si elle n'est que basée sur l'innovation et la recherche d'aide, ça ne constitue pas un modèle économique. On a cité les grands, hein, on pourrait parler de TPE, PME, vous avez bien compris le sens du message. L'aide est là pour vous aider en creux dans un moment où vous en avez besoin et comme effet accélérateur et levier. Alors avant de s'intéresser aux banquiers, et puis aussi à l'incubateur, on les a cités, je me tourne vers la porte. Je me tourne vers la porte de l'entrée naturelle des créateurs d'entreprise, une jolie tête de porte d'entrée. Noël, là j'allais dire, c'est bien beau, on a cité des dispositifs, des approches, mais je ne sais pas me les retrouver. Est-ce que je vais voir la maison illégale en premier, mon banquier, mon expert comptable?
ou je plutôt la CCI, donc comment ça marche? Quel est le rôle et la fonction et la mission finalement? Alors effectivement, comme vous l'avez dit, la porte d'entrée naturelle pour un créateur d'entreprise. Pourquoi naturelle? Parce qu'à un moment donné, elle aura un contact avec la chambre de commerce, puisque bien souvent, elle va devoir passer par nous pour son immatriculation. Alors effectivement, dans les questions qui nous sont posées, j'allais dire dans les 5 premières questions que pose un créateur ou un repreneur d'entreprise, c'est bien, j'ai un projet de création d'entreprise et éventuellement, qu'est-ce qui pourrait m'aider financièrement ou en termes d'accompagnement pour que je puisse faire avancer mon projet d'une manière plus facile. Donc à nous, en tant qu'accompagnateur, de pouvoir orienter le porteur de projet vers tel ou tel dispositif en fonction des caractéristiques de son projet. Alors, quand on parle des aides, effectivement, on pense souvent à subventions. Alors que les subventions, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a, ça existe, mais cependant, on est plutôt sur des aides au financement. Et là, on va rentrer dans des dispositifs qu'on appelle prêt d'honneur, c'est ce qu'il y en a dans le titre de... On peut définir en 30 secondes, je sais qu'on utilise ce mot de prêt d'honneur, partant du principe que certains des porteurs de projets sont vraiment en phase d'anté-création et donc ils n'ont pas toutes les clés. Qu'est-ce que c'est qu'un prêt d'honneur? Alors un prêt d'honneur, exactement, c'est un prêt qui est octroyé à une personne physique, donc individu personnel, sur son patrimoine personnel, on va lui prêter de l'argent à titre personnel, et cet argent-là, il a une vocation première, c'est d'aller renforcer les fonds propres pour mon projet de création ou de reprise, puisque, comme vous le savez, bien souvent, quand on a un projet de création ou de reprise, il nous faut un apport personnel financier, puisque nos partenaires bancaires dans le projet, ou investisseurs ou autres, vont nous dire « D'accord, moi je veux bien participer à l'aventure, je veux bien partager les risques, mais vous, en tant que personne, quels sont les risques que vous prenez? Et les risques que l'on prend, bien souvent, c'est aussi l'argent qu'on va y mettre. » Et on n'a pas tous un tonton d'Amérique qui peut nous prêter de l'argent ou qui va. Et effectivement, parfois, on peut, pour poursuivre l'aventure, on a besoin de renforcer ses fonds propres. Et les prêts d'honneur sont là pour ça. Pour dire, on va vous prêter 5 000, 8 000, 15 000, 25 000, tout dépend du projet. Et cet argent-là, ce qui est important de retenir, c'est qu'il faut qu'il soit considéré comme du fonds propre vis-à-vis des autres partenaires financiers. C'est l'objectif. Alors, deuxième définition, fonds propre, même si on en parlera avec l'expert comptable, c'est-à-dire le haut de bilan, le fonds propre, voilà, c'est... les fonds propres, c'est l'argent que j'ai. Voilà, c'est ça. Que je suis prêt à miser dans le cadre de mon projet. Ok. Et ça, réellement, cet effet levier, au-delà de la somme, qui est toujours... c'est toujours intéressant d'avoir un peu de trésorerie, effectivement, mais ça joue réellement un effet levier après sur d'autres systèmes de financement? Bien sûr, puisque ça a un effet levier direct sur le montant du prêt dont on a besoin, puisque d'une part, ça vient, si on renforce l'argent qu'on met au départ, eh bien, on aura moins à emprunter, et si on a moins à emprunter, eh bien, ça peut faciliter l'obtention du concours bancaire. Juste une autre caractéristique des aides ou des accompagnements qu'on peut avoir qui sont complémentaires des prêts d'honneur. Donc le prêt d'honneur, vous avez compris, c'est l'argent qu'on vous prête et vous mettez dans votre entreprise, dans votre projet. C'est les cautions que peuvent vous apporter des organismes. Et ces cautions, ce qu'on appelle une caution, c'est en fait on cautionne pour vous les prêts que vous pourriez faire qui permettent justement, toujours dans cette optique de faciliter l'obtention d'un financement, qui va vous dire, ok, vous allez emprunter une certaine somme d'argent à un organisme financier, et bien nous, en tant que structure, je pense à Auvergne Active ou d'autres, on peut vous aider et on peut vous aider à cautionner ce prêt qui fait que, quelque part, on partage les risques. Donc une caution, c'est réellement, dans ce cas, c'est un crédit classique, on en parlera tout à l'heure, et c'est un organisme qui va se substituer un peu à vous, qui va rassurer déjà peut-être l'organisme prêteur, peut-être, voilà, et qui cautionne jusqu'à quelle hauteur, 70% en moyenne? Ça peut aller jusqu'à 70%, ça peut aller jusqu'à, on va dire la fourchette large entre 50 et 70. D'accord, ok. Donc ça va effectivement vous apporter une garantie de sérieux, votre projet est sérieux, mais au moins de sécurité par rapport à l'organisme prêteur. Exactement, et ça c'est des aides. Alors c'est pas des aides sonnantes et trébuchantes comme peuvent l'être une subvention,
mais c'est quand même un sacré coup de pouce qui permet d'avancer. C'est clair. Alors, on reviendra tout à l'heure pour parler un peu, voilà, justement, comment on s'y prend. Je vais vous appeler, je suis navré, parce que Franck Capitan nous a rejoint. Je sais que c'est compliqué le matin, clairement. Voilà. Alors, peut-être en 2-3 mots, peut-être, vous présentez l'incubateur que vous représentez. Et puis après, on parlera justement d'une aide indirecte qui est l'accompagnement par un incubateur. Bonjour à tous, excusez-moi de mon retard. Je suis Madame Capitan, je suis chargée de mission entrepreneuriat à l'incubateur Square Lab. Alors, ça ne veut pas dire grand-chose en soi. Qu'est-ce que je fais en vrai? Moi, j'accompagne au quotidien des porteurs de projets dans un incubateur, qui est l'incubateur Square Lab, qui est adossé au groupe C15, mais qui n'a pas que des étudiants. Aujourd'hui, on a une quinzaine de porteurs de projets, dont la moitié sont issus de l'école et des étudiants et l'autre pas du tout. Donc, on accompagne tout le monde. Et mon travail, c'est au quotidien de vous aider à formaliser votre idée, à la valider et jusqu'à la création de votre entreprise. Ça va être vous aider à valider que c'est une bonne idée, parce que à chaque fois que vous venez nous voir, vous nous demandez est-ce que c'est une bonne idée. C'est automatiquement une bonne idée, c'est ça. Moi, je n'ai pas la réponse. Le seul qui a la réponse, c'est le marché. Donc, justement, on va vous aider à aller confronter rapidement cette idée au marché, savoir si elle répond à un vrai problème des clients, est-ce qu'ils sont prêts à payer, est-ce que la manière dont on envisage de faire payer, c'est la bonne, est-ce que mon business model fonctionne. Voilà, moi, j'accompagne les entreprises à franchir toutes ces étapes jusqu'à la création d'entreprise. D'accord. Et j'allais dire, effectivement, ce que vous disiez à l'instant, c'est une forme d'appui financier, parce que tout ça a un coût. Quand vous dites que vous accompagnez, vous-même vous avez un salaire, j'allais dire l'incubateur a un coût. Voilà, donc finalement, c'est un savoir que vous délivrez à des jeunes créateurs. C'est comme si vous avez reçu un chèque pour aller voir des experts. Et ces experts, c'est vous, finalement. C'est une vraie aide, une équivalent financier, finalement. Alors, c'est une vraie aide à la création. Enfin, c'est une vraie aide. Alors, nous, on accompagne surtout des projets d'innovation, donc qui ont des vocations à devenir des startups. Il faut savoir que 98% des startups échouent. Ça passe à 50%. C'est la bonne nouvelle du matin. Ceux qui ont envie de faire une startup. C'est ça, ceux qui veulent faire une startup, exactement. Il y a un peu plus de bénéfices chez les boulangers, voilà, c'est ça. Mais c'est vrai, c'est clair et grave. Ça passe à 50% quand les entreprises ont été accompagnées par des incubateurs. Alors, on n'accompagne pas que des startups, mais aussi des entreprises qui ont vocation à adopter des codes de startup, même pour faire des PME. Finalement, aujourd'hui, pour nous, les méthodes de travail des startups peuvent être adaptables à toute forme d'entreprise, et l'innovation, en tout cas, le côté différenciant, est à aller chercher dans tout type de projet. Alors, je reviens vers vous, Christophe. On revient un petit mot de complément, pardon. Oui. Juste une chose à rajouter aussi par rapport à l'aide d'un incubateur. Oui. La plupart des dispositifs anti-création, les projets doivent être accompagnés pour être éligibles en fait, à ces dispositifs. Donc, c'est encore, ça permet de franchir des étapes plus rapidement. C'est clair. Alors, voilà, l'effet levier, on commence à le voir. Vous voyez que le financement, finalement, ce n'est pas quelque chose d'automatique, mais il y en a. Vous voyez qu'il y a tout un parcours, il y a une logique du financement. S'asseoir à une table en disant, face à son banquier en disant j'ai droit à quoi? Non, le banquier a aussi écouté, vous êtes gentil. On aime beaucoup les créateurs, hein, surtout chez vous. Mais on n'a pas, il n'y a pas de droit au financement, il y a tout un parcours, il y a un cheminement à avoir. Alors, c'est un cheminement, Christophe, c'est bien plus révélateur. C'est beau, c'est ça. Surtout avant le deuxième café du matin. Christophe Cheminade, alors vous êtes le banquier, effectivement, vous avez des gens front qui viennent vous voir, qui s'assoient en face de vous en disant je crée ma boîte, j'ai droit à quoi? Parce que j'ai droit, bien sûr. Est-ce que ce qu'on vient de voir ensemble déjà, cette notion d'accompagnement préparatoire, d'effet levier, est-ce que c'est des choses pour vous qui ont une résonance? Est-ce que ça apporte réellement un plus dans le projet? Et comment vous accueillez finalement un porteur de projet qui vient vous voir? Ouais. Alors du coup, je vais répondre sur ce qu'a avancé Noël. En fait, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, la banque, elle a la volonté de financer la création d'entreprises. Il faut sortir du schéma traditionnel, c'est quelque chose que je dis souvent, selon lequel le banquier, c'est votre ennemi. Ça ne marchera pas. La CCI, l'expert comptable, le banquier, en phase de création, ça doit être votre meilleur ami. Le banquier va vous choisir, mais ça va aussi être à vous de le choisir. Voilà, il va falloir que vous rentriez dans une relation de confiance, c'est ça que vous ne pourrez pas y couper. Ensuite, le banquier il a la volonté de financer la création d'entreprise, voilà, je reviens dessus, mais comme on a dit tout à l'heure, il est sensible à l'apport que vous allez mettre dans votre projet, parce qu'il ne veut pas être le seul à se mouiller.
Donc un peu, c'est toujours compliqué d'avancer des normes d'apport, et sur une phase de création, un chiffre de 20% d'apport, c'est un chiffre que vous pouvez retenir. Ça ne veut pas dire qu'on financera à 30, et ça ne veut pas dire qu'on ne financera pas à 10. C'est une norme que vous pouvez retenir pour vous. Et cet apport-là, il peut être facilité. Je rejoins tout à fait ce qu'on a dit. Un prêt d'honneur, une aide, une sub, c'est un facilitateur. Ça ne doit pas être l'élément qui va déclencher votre création. Et ce prêt d'honneur-là, il peut venir compléter votre apport. Imaginons, je crée une boîte et j'ai besoin de 100 000 euros. Vous amenez 10 000, vous obtenez un prêt d'honneur de 10 000 et la banque financera 80. Le prêt d'honneur va venir combler l'apport qui vous manque pour obtenir le prêt bancaire. Parce que le banquier, la majeure partie des banquiers vont considérer le prêt d'honneur, qui est fait institut personnel, en apport. Voilà. Et pour ajouter encore quelque chose, ce qui est aussi important de comprendre, c'est que tous les aides, les subs, les donneurs que vous pourrez obtenir, en fait, outre l'argent et le facilitateur, encore une fois, ça va faire un double regard. Le banquier va avoir un double regard. On connaît les organismes qui vont vous prêter à titre perso, et du coup, nous, on les appelle et on fait un comparatif de nos visions du projet. Et du coup, le double regard est important parce que le banquier, des fois, il est seul face à sa copie. Avec toutes ses aides et ses subs, il sera plus seul dans l'analyse du projet et le double regard est important du coup. Bon, alors on verra dans un second temps, un peu, j'allais dire, parce que là c'est bien beau, on a évoqué plein de dispositifs. Bonne nouvelle, on peut trouver du financement, mais par contre, on a peut-être perdu un petit peu tout le monde. Par où je rentre, par où je commence, je rentre en banquier qui va m'orienter vers l'incubateur, qui va me dire non, c'est la CCI, qui va dire non, c'est la maison immobilière, et au bout d'un moment, je ne suis pas certain. Le danger va être qu'on s'élimine finalement, voilà, on a besoin d'être. Trouver un interlocuteur, on y reviendra. Alors avant, je suis désolé, je vais passer à la partie de l'expert comptable, je suis navré parce que vous allez devoir nous quitter, parce que comme il vous a tous invités à midi, il faut qu'il aille faire de la cuisine. Maxime, donc 2 mois et demi de création, déjà donc un parcours de créateur. Est-ce que vous avez eu des dispositifs d'accompagnement d'aide? Est-ce que vous êtes fait accompagner? Et puis, qu'est-ce que vous attendez dans les tuyaux qui va encore émerger? Et votre regard par rapport au discours qui a été donné là, est-ce que vous retrouvez? Est-ce que vous dites mince, j'en ai raté? Est-ce que vous dites tout va bien? Je suis allé prendre ce qu'il y avait à prendre, j'en avais vraiment besoin. Je sais pas, votre regard créateur. Déjà, c'est vrai qu'il faut se faire accompagner. Je pense que c'est vraiment le point clé. Il faut se faire accompagner parce qu'on ne sait pas tout en fait. C'est bien beau, des fois on voit ce qui nous plaît. On va pas à un restaurant, mais après on fait comment? C'est simple, on fait quoi? On fait comment ça se passe? Donc il faut se faire accompagner, je pense déjà aller voir la CCI, aller voir le banquier, peut-être commencer à tâter le terrain. Je pense qu'il faut vraiment commencer à tâter le terrain, puis voir un peu ce que disent les gens. Il ne faut pas non plus, si on dit non, non plus dire là, c'est foutu. Moi par exemple, quand j'étais Crédit Agricole, je suis arrivé avec 5% d'apport. Oui. Voilà. C'est vrai que quand tout le monde a vu sur mon plan de financement 5% d'apport, surtout la CCI, on dit on va aller voir sur un prêt d'honneur, par exemple. Et donc on a fait la démarche au prêt d'honneur, qui reprend vraiment tout. Vraiment là on fait une étude de marché, on fait etc. On fait tout ça. C'est quelle plateforme qui vous accompagne? Initiative Clermont. Initiative Clermont, d'accord, ok. Et un prêt d'honneur, on va dans une commission, etc. Et puis quand on l'obtient, voilà, ça fait un plus pour justement pour les banques, pour dire voilà, ça fait 10 000 € en plus d'apport, sinon, ça va être comme on n'a pas tous un tonton aux États-Unis. Donc voilà, quoi. Et après, on continue à se faire accompagner, et puis au fur et à mesure qu'on a continué à discuter avec la CCI, on s'est rendu compte qu'il y avait une subvention qui était en train de se créer pour des quartiers en développement sur Montferrand pour les reprises et les créations de son commerce. Voilà, quand on voit la réponse, on va voir quoi. On va voir, mais ouais. On touche du bois là. Voilà, donc on peut privilégier les fonds de commerce à la reprise, par exemple pour la restauration, vous voulez quelque chose qui soit fait maison, des kebabs, etc. Vous voulez vraiment quelque chose de bien spécifique dans ces quartiers pour continuer à les développer. D'accord. Et j'allais dire pour vous, ce parcours, est-ce qu'il a eu, bon, on croise les doigts sur l'aspect financier, mais j'allais dire, est-ce qu'il a eu le mérite parfois aussi de vous pousser un peu dans vos retranchements, le questionnement sur l'entreprise, où il y a effectivement, je sais pas moi, mon niveau de prix, mais mon équilibre d'exploitation. Est-ce que d'être challengé finalement un peu dans ces genres de commissions, ça apporte un petit aussi notre regard sur la création d'entreprise, votre création ou pas? Comment vous l'avez vécu? Après, bon, j'ai repris un fonds de commerce, donc qui marchait déjà bien. Oui, donc il y a déjà un vécu à passer. Donc c'est avec les prix, je n'ai pas trop changé là-dessus. D'accord, oui. C'était plus sur le côté tout ce qui était prévisionnel en fait, c'est-à-dire, je
dit, je n'avais pas eu beaucoup d'apports, donc déjà on nous dit les banques ne prêteront jamais, les banques ne prêteront jamais, donc déjà c'est vrai que... Alors on entend ça, oui, c'est... Voilà, on sait que bon, la restauration, voilà, c'est les banques peut-être un peu moins en moins, selon, je sais pas, différemment, on va dire. Voilà, parce que c'est bon, il y a plus, bon, etc., plein de trucs. Et on le sait, donc c'est vrai que ça peut se démoraliser, mais au final, quand il y a tout qui s'enchaîne, ça veut dire que ça doit se faire, quoi, donc quelque chose doit se faire. Et c'est ce qui s'est passé, quoi, tout s'enchaîner. Voilà, mais bon, il faut vraiment se faire guider, quoi. On va vous donner des numéros, des personnes à contacter, des choses, Moi, je ne pensais pas du tout que ça se passerait comme ça, quoi. Donc, au final, on nous donne les bons tuyaux. D'accord, oui. C'est vrai que c'est effectivement la force de ce réseau aussi en Auvergne, il faut le reconnaître, peut-être par rapport à Lyon ou à Paris, c'est que tout le monde se connaît un petit peu et que ça facilite vraiment les choses. Je retourne vers vous, Christophe, parce que on a évoqué un niveau d'apport, vous disiez 20%, parfois moins, mais par exemple sur un métier comme celui de monsieur, vous avez des référentiels. L'avantage, il est là, c'est quand vous voyez qu'il y a un expert qui arrive face à vous, qui est expert au sens, je ne connais pas votre parcours, mais il peut revendiquer une expertise, un savoir-faire. Est-ce que ça a aussi autant de valeur que l'apport, finalement, de dire, voilà, moi je pioche dans mes bases de données parce que j'ai 30 ans d'historique de près à des restaurateurs dans chaque quartier, je sais exactement la rentabilité potentielle d'un restaurant en telle rue. Est-ce que c'est des outils que vous utilisez? Est-ce que c'est important pour vous aussi? Alors, on a les outils pour connaître le marché clermontois, parce qu'on parle de ça tout de suite, mais on va aussi beaucoup s'intéresser au profil du repreneur. On va s'intéresser effectivement à la zone de chalandise, on va s'intéresser à l'expérience de la personne qu'on a en face, à son profil, à son savoir-faire et à son réseau. En fait, on a plusieurs outils, une multitude même, qui nous permettent d'analyser le projet. C'est pour ça que chaque projet est différent et chaque dispositif que vous allez avoir est différent. Le référentiel, effectivement, là, et d'autant quand c'est une reprise, on sait comment tourne l'affaire, même s'il y a une redynamique à laisser ou à poursuivre, en fait. D'accord, donc c'est un élément aussi de considération qui nous éloigne du marché pur de l'innovation, de la R&D et autres. On est là sur du marché physique, sur lequel il y a un passé, il y a un vécu, on peut analyser un projet, au-delà même parfois de la connaissance que peut avoir le créateur. Vous avez une vision beaucoup plus riche finalement. Vous avez un passé, vous êtes capable de sortir des statistiques, comme la CCI d'ailleurs. Tous les interlocuteurs connaissent à peu près les chiffres de là où vous voulez aller. L'expert comptable a aussi sa base de données, le banquier a sa base de données, et la CCI a également cela. On a tous à peu près les mêmes, et on sera à même de vous dire assez rapidement si votre projet est déconnant, si je puis dire, ou si pas du tout. D'accord, tout à fait. Alors justement, vous citez l'expert comptable, ça me permet de revenir vers vous, parce que Dieu sait s'il y a une deuxième porte d'entrée naturelle, enfin, vous remarquez. Une porte d'entrée, on en a trois. On va souvent ou voir son banquier, trop tôt ou pas assez tôt. Pardon, oui, bien sûr. Voilà, pour terminer, parce qu'on parlait de ça, et pas que vous soyez dans le flou, en fait, je pense qu'on a tous les trois, tous les cinq, le carnet d'adresse de la création. On peut pas, je pense pas, enfin, vous direz, mes collègues vous diront, mais on peut pas vous dire allez voir le banquier en premier, ou allez voir l'expert en premier, ou allez voir la CCI en premier. On est tous capables de vous orienter vers un réseau en fonction de votre projet, ou vers une aide, ou vers une sub, parce que effectivement l'économie clermontoise, on la connaît, et on va être capable de vous orienter vers Initiative Aglo, Auvergne Active, en fonction de votre projet. D'accord, mais ça c'est important effectivement. Alors, l'expert comptable, l'une des clés d'entrée, effectivement. Je suis jeune créateur, je me trouve face à vous, j'allais dire quels sont les points d'interrogation que vous allez lever tout de suite, les questions que vous allez me poser, et quelle va être votre grille de lecture par rapport à tout ce qu'on a pu évoquer. Pour la première interrogation, ce sera d'établir peut-être un prévisionnel, un plan de financement. Vous l'avez compris, donc le banquier, la CCI, donc avec le prédonneur, le créateur qui vous l'a dit avec le pourcentage, donc c'est d'établir un prévisionnel qui comprendra d'abord les soldes d'intermédiaire gestion, les charges de prêt, etc. Si c'est une entreprise, comme monsieur l'a repris, c'est beaucoup plus facile à dresser. Si c'est une entreprise qui se crée, et donc qu'on n'ait pas le chiffre d'affaires, etc., c'est d'établir objectivement en déterminant déjà le seuil de rentabilité au point mort, c'est-à-dire que c'est le chiffre d'affaires pour lequel vous aurez des bénéfices différents. Après, c'est de faire le plan de financement, c'est-à-dire de voir les apports que vous avez, de voir les emprunts que vous pouvez faire, etc. Et également, d'accompagner ce prévisionnel par un commentaire qui permettra déjà de dire, si vous voulez, le parcours du créateur ou du repreneur,
pour inciter le banquier, si vous voulez, à une certaine confiance. D'accord, oui. Alors, le prévisionnel, moi je vous conseille de le faire, même si vous n'avez pas besoin d'emprunt. Pourquoi? Parce que ça vous permettra d'avoir une ligne de conduite, de dire voilà, je dois faire tant de chiffre d'affaires et ramener le chiffre d'affaires à l'unité, c'est-à-dire par exemple pour une brasserie, un restaurant, le nombre de couverts par jour, par repas, etc. De façon à ce que le banquier, ça soit concret pour lui en disant voilà, il a 50 couverts, en cas de 50 couverts. Si vous prévoyez à votre prévisionnel de faire 80 couverts, le banquier tout de suite va vous dire non, c'est pas possible. D'accord, tout à fait. Alors plus que le chiffre d'affaires, vous en parlez finalement, c'est le seuil de rentabilité, c'est le chiffre qu'il faut prendre en considération. Peut-être tout le monde va prendre en considération. Je dis ça parce que souvent un jeune créateur a commencé à dire alors combien je peux gagner de chiffre d'affaires, si on fait 50 clients, 100 clients, etc. Pour vous, c'est plutôt d'abord où est le point d'équilibre. Et après, tout découle, le reste, c'est la cerise sur le gâteau. D'abord, c'est le point d'équilibre, c'est ça, c'est là où on va. Ensuite, si vous voulez, c'est de déterminer la marge commerciale ou la marge brute, si vous voulez, c'est-à-dire le taux de marge commerciale sur ce chiffre d'affaires. Après, on descend les frais généraux objectifs. Également, la rémunération, bien entendu, du créateur, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Il faut bien qu'il soit payé pour son travail. C'est même recommandé, enfin, négocier, de dire, non, je dis ça parce que j'entends souvent, je n'ai pas prévu de me payer la première année, sachez que c'est plutôt mal vu, enfin, mal vu. Tout au moins, c'est pas recommandé parce que ça ne prouve pas un équilibre financier réel à un projet, il vaut mieux prévoir un salaire raisonnable et à hauteur du résultat, mais effectivement... On arrivera à un résultat, et ce résultat permettra de voir si on peut rembourser encore. D'accord, tout à fait. Voilà. Avec la réduction bien entendu, la taxation d'amortissement. Et la rémunération. Oui, voilà. Est-ce que je peux rebondir alors, je vous coupe, pardon. Dans l'échange, puisqu'il y a une aide principale à la création d'entreprise, à laquelle on ne pense pas forcément parce que ça paraît naturel. Et là, je m'adresse surtout à ceux qui sont demandeurs d'emploi ou qui sont salariés en place et qui envisagent la création d'entreprise. La première aide à la création, c'est un dispositif de Pôle emploi qui stipule que je peux être bénéficiaire de mes indemnités chômage tout en étant chef d'entreprise. J'allais dire, ça c'est la first aid en termes de création d'entreprise. Je maintiens l'intégralité de mes droits, c'est ça, je peux maintenir mes droits. Je dis ça, c'est parce que si on a une personne salariée qui, passionnée, veut créer son entreprise, j'allais dire, si elle pouvait éviter de démissionner, peut-être que ça lui servirait de bénéficier de ce dispositif. Alors après, il existe des ruptures conventionnelles, et fort heureusement, mais j'allais dire, voilà, la première des aides qui peut paraître naturelle, en fait, c'est ça, c'est chose qui n'était pas vraie il y a une dizaine d'années. En réalité, je crée mon entreprise aujourd'hui en France, je suis demandeur d'emploi ou indemnisé ou indemnisable, j'ai la possibilité de bénéficier, alors je ne vais pas rentrer trop dans la technique, mais ou bien je prends le maintien de mon allocation pendant 24 mois. Donc ça permet justement, on parlait de rémunération, c'est pour ça que j'ai répondu dessus. C'est qu'on peut se permettre de dire je vais diminuer ma rémunération au départ parce que j'ai la possibilité de cumuler avec un dispositif d'ARE, de retour à l'emploi. Et alors ça c'est le premier point, ou alors je peux même bénéficier, si je le souhaite, d'un capital de départ qui correspond à 45% des droits ouverts et qui là cette fois-ci peut me permettre d'avoir du cash. C'est ça, du fonds propre, on y revient et donc pour le démarrage. Alors après vous verrez, en termes de dossier, on voit quelle est la mesure. Pôle emploi peut vous considérer comme demandeur d'emploi et bénéficiaire de l'ARE si vous démissionnez pour créer une entreprise. Alors ça va être le cas normalement. Alors je ne vous pose pas la question au hasard, parce que voilà, les gens de Pôle emploi. Si vous êtes salarié, ce que je conseille souvent, si vous êtes salarié, voyez avec votre employeur, au lieu de démissionner, parce que la démission en général n'entraîne pas sur les aides. Donc c'est de voir si vous pouvez être convention de rupture conventionnelle, c'est d'établir avec lui une rupture conventionnelle. Alors, mais ça va coûter à l'employeur. Ça va coûter à l'employeur un peu, c'est pour ça par rapport à la démission. D'autres n'acceptent pas parce que s'il y a 20 ans que vous êtes dans l'entreprise, effectivement, la rupture conventionnelle va coûter cher à l'employeur. Oui, tout à fait. Je sais que Pôle emploi a une commission qui examine, je crois, les cas. Il y a un délai qui rentre quand même. Cependant, il y a des lois en préparation, peut-être qui sortiront en 2019, mais pour l'instant, on ne peut pas l'acter, qui permettrait, vous savez, c'était prévu en temps. Moi, je suis salarié, je veux changer, j'ai un projet, je démissionne et je vais pouvoir bénéficier de Pôle emploi et de ses avantages.
Donc on croise les doigts pour que ces lois puissent être publiées, mais pour l'instant, à l'heure où on parle, c'est pas. Alors, je vous retourne vers vous une nouvelle fois parce que je vous ai vu faire, peut-être le mot maquis de la création de magnifiques schémas. Est-ce que c'est un rapport avec la thématique ébranlée? Est-ce que j'allais dire, est-ce que vous vous retrouvez aujourd'hui dans, j'allais dire, c'est intéressant, on a vu finalement que projet innovant, projet non innovant, mais dans une économie, voilà, économie de marché réel, il y avait des aides. Est-ce que quelque part le message pour vous est clair? Est-ce qu'un jeune créateur peut être accompagné même s'il n'est pas effectivement spécialement innovant? Et puis, on a évoqué un point qui était très intéressant tout à l'heure ensemble, c'est l'innovation, ça commence où, ça finit où? Je viens vous voir, j'ai un projet qui n'est pas, encore une fois, qui n'est pas un projet sur les bitcoins, de la data, mais par contre qui est innovant dans son approche client, dans sa façon de délivrer un marché. Est-ce que c'est quelque chose d'innovant? Est-ce que ça peut rentrer dans les aides? Effectivement, il y a eu un changement dans l'approche du pouvoir public sur la lecture de l'innovation. On va dire jusqu'au début des années 2010, on était vraiment sur l'innovation technologique. C'est-à-dire, historiquement en France, c'est l'approche française, dans l'Union européenne aussi, c'était on finançait des innovations technologiques. Alors en fait, c'est très bête comme postulat, c'est que une innovation technologique, vous faites un état des technologies sur un marché, et si tout ce que vous proposez n'existe pas encore, c'est facile à évaluer. Si vous dites qu'on fait un nouveau système j'ai un nouveau modèle d'échange, par exemple, je prends le cas du NAMAP, qui a complètement inversé, oui, effectivement, où les consommateurs payent un peu à l'avance sur une production qu'ils ne maîtrisent pas auprès des agriculteurs, on est sur un modèle économique qui est complètement différent. Et effectivement, pendant très longtemps, ce genre de système, on considérait que ça ne rentrait pas dans les schémas classiques de l'accompagnement. Alors depuis effectivement 2014, notamment sous l'initiative de BPI France, il y a ce qu'on appelle l'innovation de nouvelle génération. Ils ont d'ailleurs sur Internet, BPI France, le petit livre jaune, le petit livre rouge, oui, qui en fait est un document assez pédagogique qui illustre en fait ce qu'ils appellent l'innovation au sens large. Donc il y a l'innovation bien sûr technologique qui restera toujours un fond important, parce que ça illustre la performance industrielle d'un pays, la puissance industrielle d'un pays, d'être en avance de phase sur des technologies clés, mais il peut y avoir l'innovation de modèle économique. Les nouveaux usages des consommateurs, c'est là où on voit apparaître tous ces services par les applications numériques, les plateformes numériques qui proposent de nouveaux services ou de nouvelles mises en relation. Oui. Donc on a ces éléments-là qui commencent à apparaître, et puis il y a l'innovation au niveau environnemental, l'approche éco-conception, c'est-à-dire d'être sur des circuits qui soient avec un impact réduit sur le plan environnemental. Là aussi, il y a une palette de dispositifs parce que tout simplement les pouvoirs publics sont quand même conscients oui, c'est en jeu, c'est ça, tout à fait. Et bien que les dispositifs d'aide de l'ADEME sont largement, l'Agence pour le développement de maîtrise de l'énergie, sont largement déployés pour avoir des principes de production d'énergie, de recyclage des matières premières, d'économie circulaire, pour faire un peu simple, très important parce qu'effectivement, il faut changer un certain nombre de marchés de filières. En fait, donc oui, effectivement, il y a beaucoup de dispositifs. On revient toujours un peu sur le même principe. Alors, je vais contredire je ne vais pas contredire, je vais compléter ce que disait Christophe Cheminade et M. Leguet pour le président des affaires comptables. Quand on travaille dans l'innovation, les éléments, les ABAC, les historiques d'un marché, ne vous allez pas. Et donc, quand vous allez voir un banquier, effectivement, le banquier va vous dire c'est bien votre truc, mais je n'ai pas d'historique. Je ne peux pas me baser. Je n'ai pas de chiffres. Et pourtant, c'est d'autant plus pour ça que dans un projet d'innovation, il va beaucoup falloir travailler ça pour arriver à un plan de financement et à un business plan. Pourquoi? Parce que la manière de chiffrer votre projet, c'est un langage pour un certain nombre de partenaires financiers. Et aujourd'hui, il faut pouvoir le transformer en chiffres. L'idée se transforme en chiffres. Alors on peut être d'accord, pas d'accord, mais c'est un élément de langage essentiel, même si vous allez chercher par exemple des investisseurs privés. Vous allez chercher des associés. Parmi la chaîne, on a nous par exemple, lorsque les projets ont été créés, il y a un certain nombre de dispositifs publics, il y a des agents privés qui viennent, comme par exemple les business angels ou les fonds d'investissement. À un moment ou à un autre, que ce soit la même chose avec une banque, il va falloir leur donner des chiffres, parce qu'eux vont lire les chiffres. Et si vous ne souhaitez n'être que sur un principe d'idée, vous ne resterez que dans le champ des idées. Oui, c'est ça. Et effectivement, on va vous libérer, parce que je crois que vous avez de la cuisine à faire pour lui. Merci de votre témoignage, ça a été court, mais merci à vous dans tous les cas, et bonne continuation. La base déjà 4 rue du séminaire, à Montferrand. À Montferrand. Ok, c'est qu'il faut faire. Donc
je reviens effectivement, si vous me permettez, avec l'expert comptable. On vient d'évoquer de traduire son projet en chiffres, et on vient de se rendre compte que c'est peut-être aussi une des clés, parce qu'effectivement, c'est ce que vous évoquiez à l'instant. Comment vous, alors, un projet innovant, comment vous allez traiter l'analyse du chiffre d'affaires? Comment vous vous projetez? Je commence à l'envers, si vous permettez. D'accord. Je commence par voir les charges qui sont essentielles, si vous voulez, donc à l'entreprise. Oui. Donc, on peut voir, bien entendu, il y a des charges fixes, des charges variables, etc. On essaye de les chiffrer avec le critère. Ensuite, à partir de ça, on voit si c'est sur leur prestation de service, etc. On arrête le taux de marge. Oui. Et on détermine le point mort ou le seuil de rentabilité, c'est-à-dire le chiffre d'affaires pour lequel il y a des bénéfices différents. Et ensuite, on essaye de ramener ce chiffre d'affaires, si vous voulez, bon, par rapport à l'unité de l'œuvre. Hein. Oui. Mais c'est toujours difficile. Hein. C'est toujours difficile. Et je pense que pour convaincre les futurs associés, le banquier, etc., c'est de faire, si vous voulez, donc, une note explicative en disant voilà le parcours, voilà ce que l'on envisage, voilà effectivement pendant 2-3 ans. Alors, souvent, le banquier dit oui, mais il faut raisonner sur 3-4 ans. Oui. Effectivement, il a raison. Il peut avoir une vision à moyen terme. On rappelle aux banquiers que Facebook n'existait pas il y a 11 ans et que c'est ça. Mais bon. Déjà, faire un prévisionnel pour servir un prévisionnel pour une année, c'est déjà difficile. Oui. Et pour 2-3 ans, c'est encore plus difficile. Alors, bien entendu, il existe, si vous voulez, des logiciels que vous trouvez sur Internet, gratuits, etc. Il faut s'en mettre, s'en méfier. Vous rentrez 2-3 variables. Bon, ça vous sort 20 pages, 30 pages, c'est très joli, mais c'est pas très réaliste. Hein. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'il faut que ça soit quand même personnalisé, et c'est pas toujours évident. Alors, c'est plus facile, bien entendu, lorsque c'est une reprise, etc. Mais il faut bien reconnaître des difficultés. Alors, le temps passe très vite, parce que vous savez que par principe, à 10h dernier quart, on vous libère, c'est le principe des petits déjeuners, pour ne pas empiéter trop sur vos journées de travail. C'est bien, on a fait un compte de résultats, on a fait du prévisionnel, mais avant, peut-être challenger un peu son projet, il faut peut-être aussi accepter de mettre en compétition finalement, et c'est peut-être là où l'incubateur joue son rôle aussi, peut-être de mettre un porteur de projet devant ses réalités, avant de l'envoyer chez l'expert comptable, non? C'est surtout dans l'innovation. Tout à fait, et d'autant plus dans l'innovation, en fait, dans l'innovation, pas dans l'innovation d'ailleurs, il faut se confronter au marché le plus vite possible, car c'est le marché qui sait déjà si c'est une bonne idée ou si c'est pas une bonne idée, et c'est le client en fait qui va vous dire même avant votre création s'il va acheter ou pas. Bon, pour ça il suffit pas juste de demander peut-être ou pas parce que tout le monde va dire oui. Mais c'est de créer des expériences pour les mettre dans des conditions d'achat et voir si effectivement ils achètent ou pas. Pour rebondir sur ce que disaient mes collègues, quand un banquier vous dit non, c'est pas grave. Demandez-lui pourquoi. Il y a plein de gens qui vont vous dire non. Et plutôt que d'aller voir un autre banquier parce que celui-là est méchant qui vous a dit non, et faire tous les banquiers pour un vous disent oui, essayez de comprendre pourquoi, de réadapter un peu votre modèle, de faire évoluer un petit peu votre idée, c'est pas grave. Je sais que vous êtes sûrement tous très très attachés à vos idées, les idées ça évolue tout le temps. Votre projet, votre entreprise, elle va évoluer au contact de votre marché. Donc sachez écouter les gens qui vous disent non, parce que c'est ceux qui vous font le plus avancer. Si on vous dit oui, vous ne savez pas forcément pourquoi. Si on vous dit non, vous pouvez fouiller, et les banquiers, les experts comptables, les incubateurs, les conseils, tous ces gens-là sont là pour vous challenger, pour vous faire avancer. Et pas pour vous dire, c'est pas non, ne créez jamais votre entreprise. Ou non, c'est non, dans l'état actuel des choses, votre projet, il n'est pas assez mature pour vous faire vivre. Parce que le banquier qui vous prête de l'argent, les prêts d'honneur, toutes les aides, en fait, déjà un prêt, vous devez le rembourser. Et donc, personne ne peut vous mettre en danger ou en insécurité. Donc, tout le monde est là pour vous aider et pour faire en sorte que le projet que vous montrez, ce soit votre métier demain et que vous créez de l'emploi pour les autres et que ça fonctionne. Donc, quand on vous dit non, dites merci. C'est une chance. Et demandez surtout pourquoi. Pourquoi, et fouiller. Et tous les partenaires qui sont ici sont là pour vous aider à creuser. Et si vous voulez entendre le non et creuser, les banquiers sont là. Nicolas Rigaud, innovation. Oui, alors je souscris complètement, mais je pense qu'on a tous le même point de vue en fait. Au fond, c'est pas tant l'activité économique que le profil du porteur de projet qui est surtout examiné. Une activité économique, c'est les gens qui la font vivre. Alors, effectivement, on est
j'aime pas les effets buzz comme Startup Nation ou ce genre de mots valises qu'on entend à longueur de journée dans les médias, parce que ça donne une fausse illusion de ce qu'est la réalité économique. Le monde ne vous attend pas, et d'un autre côté, vous n'avez pas à craindre quoi que ce soit. Mais en fait, il faut remettre les choses à leur place. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas voué à être chef d'entreprise. Il faut, nous on voit avec les porteurs de projet, notamment dans le domaine de l'innovation, parce que dans le domaine de l'innovation, vous êtes encore plus dans l'incertitude. Donc les gens sont encore plus dubitatifs de ce que vous allez pouvoir donner au bout. Exemple, parce que facile de dire je veux imiter Blablacar, oui, effectivement, mais il y a un Blablacar. Hein, d'accord. Il y a un Google. Il y a un Apple. Alors après, on a tous des bouquins ou sur Internet, des bouquins de management pour réussir votre projet de création autonome. Il y en a un à chaque fois. C'est-à-dire il y en a un qui a trouvé le chemin, qui a passé et qui a explosé au niveau du marché. Donc, votre profil est important. Votre attitude est importante. Et un chef d'entreprise, il doit avoir une force, c'est sa volonté et sa résilience pour aller vers son cap. Par contre, et ça je pense qu'on partage tous, c'est quelqu'un qui écoute. C'est quelqu'un qui écoute, qui accepte la contradiction, qui accepte de se dire, écoutez-nous, au comité ouvert, je rejoins complètement ce que dit Manon, des fois on dit en état actuel, les pouvoirs publics n'ont pas vous aider. Ce n'est pas un jugement, c'est ça en fait. On le prend pour une attaque personnelle en disant il trouve que mon projet est nul. Non. Il faut dépasser cet aspect-là, il faut le déshumaniser en fait. Dire non, en l'état actuel, les pouvoirs publics ne vous aideront pas. C'est pas grave, je vais trouver autrement. C'est un moyen de rebondir, il faut trouver une autre voie. Et un entrepreneur, maintenant les théories sur l'entrepreneuriat ont évolué, un entrepreneur c'est un opportuniste. C'est quelqu'un qui dit ah, ça se ferme là, hop, je passe par là, je vais chercher tel partenaire, etc. Il y a une capacité d'adaptation, c'est une flexibilité forte, mais le cap de l'entrepreneur est toujours là. Et c'est pour ça que le profil du porteur de projet est très important, d'autant plus que maintenant, c'est très bien dans le domaine de l'innovation, on va beaucoup vous poser des questions sur votre résilience, en fait, de dire, entre guillemets, est-ce que vous êtes prêt à accepter de vous prendre des portes dans la figure, quoi. Et beaucoup. Et beaucoup. Et en même temps, voilà. Et ça peut, c'est tout à fait vrai sur l'innovation, mais ça peut aussi, c'est également vrai sur des projets plus traditionnels, puisque effectivement on peut se voir fermer certaines portes parce qu'on n'a pas la formation qui va bien, parce qu'on n'a pas les caractéristiques qui permettraient de dire oui, on va réussir dans le projet. Mais effectivement, ça peut aussi permettre des remises en question en disant bah oui, mes financeurs doutent de mes capacités. Si demain je fais une formation, donc je remets mon projet peut-être à quelques mois plus tard, mais qui me permettent de m'armer mieux pour continuer l'aventure, et bien, effectivement, ça peut me permettre ensuite de pouvoir débloquer certaines situations. Donc effectivement, il y a le domaine de l'innovation, c'est tout à fait vrai, mais aussi dans un domaine plus traditionnel, où certains organismes qui vous accompagnent ou qui vous financent diront votre projet il est bien, mais si vous pouviez on avait un restaurateur, oui, j'imagine que moi, si demain je me dis je vais reprendre un restaurant, vu mes capacités en restauration, ils vont me dire si tu pouvais te former avant, ce serait mieux. Donc, effectivement, ça permet, c'est aussi un des moyens d'avancer. Ouais. Alors, le temps avance, et puis c'est vrai que c'est un sujet qui est très très vaste. Si on peut essayer de synthétiser un tout petit peu, on a dit qu'il y avait peut-être une aide de droit, quelque part, c'est Pôle emploi. Faut-il respecter des normes techniques cette fois-ci? Sa façon de démissionner, d'avoir des droits, ça de droit ouvert, c'est ça, comme une loi de droit, et puis respecter quelques éléments techniques, même si la loi doit peut-être évoluer. Pour l'instant, effectivement, il vaut mieux avoir un départ négocié et ne pas poser sa démission à tort ou à travers, et surtout ne pas ouvrir son entreprise avant de demander le piège aussi là. J'ai vécu ça avec un jeune entrepreneur qui était venu me crier au secours en disant j'ai confiant, j'ai créé mon entreprise, je suis venu à la CCI, ils ont été géniaux, ils m'ont ouvert l'entreprise, et quand je me suis retourné vers Pôle emploi, il y a d'abord être bénéficiaire de l'ARE. Si on devait retenir une règle pour en matière d'aide, de financement, de prêt d'honneur, il y a une règle, c'est qu'il faut demander avant de faire. D'accord. Voilà. Oui, tout à fait. C'est ça. Il y a de rares cas où on peut rattraper la boulette, et sinon, impérativement, même des aides publiques, quand vous serez en entreprise, que vous allez vous développer et que vous allez aller chercher des aides pour tel ou tel investissement, la règle, c'est je demande
Alors, pas forcément attendre la réponse, mais je demande avant de faire. D'accord, tout à fait, c'est important. Donc une aide de droit, on va dire, voilà, qui est bénéficier de nombre de mois de couverture Pôle emploi. Après, faire jouer le réseau, aller voir un bon expert comptable pour avoir un bon compte de résultats prévisionnels, mais faire jouer le réseau au sens que les effets leviers de certains organismes vont être extrêmement importants sur d'autres. Donc ça signifie de comprendre comment fonctionne peut-être ce réseau. Et justement, peut-être une question importante, je vais voir qui en premier. Lequel d'entre vous, vous m'avez dit que vous avez les numéros de téléphone de tout le monde, c'est ça, on peut venir vous voir, finalement, et vous saurez renvoyer l'expert comptable, le cluster. Clairement, c'est un petit écosystème, on se connaît tous, Oui. Et on œuvre tous pour le bien des porteurs de projets, et on reboucle avec nos collègues quasiment systématiquement. D'accord. Ouais, je voudrais juste préciser, par rapport Là, avec nous, les organismes consulaires, on est naturellement la porte d'entrée. Quel que soit le stade d'avancement du projet, si on en est à l'idée ou si on est quasiment à la signature d'un compromis ou d'un bail pour ouvrir un commerce ou toute autre activité. Simplement, il y a juste un point à préciser, c'est aussi en fonction de l'activité. Si j'ai une activité à caractère artisanal ou une activité à caractère commercial, il y aura deux portes d'entrée naturelles. D'un côté, la chambre de métier et de l'autre côté, la CCI, qui pourront mieux vous accompagner. Et puis encore, au jour d'aujourd'hui, il y a quelques éléments qui diffèrent entre les deux. D'accord. Alors, donc effectivement, oui. Et pour le banquier et l'expert comptable, c'est à votre convenance, celui avec lequel vous avez peut-être le plus d'affinité. Et on travaille main dans la main, le banquier et l'expert comptable. Le banquier a besoin de l'expert et l'expert a besoin du banquier. Donc allez voir celui que vous voulez, celui que vous jugez le plus à même de vous recevoir la première fois. Il n'y a pas de normes à respecter, il faut absolument avoir le banquier premier ou absolument l'expert. C'est pas mal. Mais n'allez pas vous inscrire au centre formalité des entreprises de la Chambre de commerce sans avoir au moins établi un prévisionnel et vu le banquier déjà. Et du Pôle emploi, c'est ça. Non, tout à fait. C'est certain que je pense qu'il y a un message à retenir, c'est qu'il y a un parcours. Voilà, il y a un parcours du financement. Il n'y a pas une aide où on s'assoit finalement face à quelqu'un. Alors si, encore une fois, projet extrêmement innovant, disruptif, ou alors une reprise d'entreprise sur un marché extrêmement porteur, très clairement déterminé, vous essayez face à votre banquier, il vous regarde avec grand sourire, il vous dit pas de problème, je vous prête, et voilà, et encore même, peut-être pas. Non, non, en fait, les projets innovants, c'est des modèles de financement hyper particuliers. Oui. Et c'est pour ça qu'il y a des cellules spécialisées pour les projets innovants dans les banques. Et oui. Parce qu'on ne finance pas un projet innovant comme on finance un projet traditionnel. D'accord. Et en plus, le parcours, il n'est jamais le même, quel que soit votre profil. Si vous êtes une femme, si vous êtes un étudiant, si vous êtes dans une zone rurale, si vous avez un projet d'économie sociale, tous les parcours sont uniques. D'accord. Oui, Et donc, juste venez voir ceux qui connaissent les briques. C'est ça, les briques. Et on va construire votre parcours. D'accord. Ouais. Je suis en mode caméra pourtant, mais ça a sonné quand même. Alors, on a bien compris effectivement qu'il y a un parcours, on a bien compris qu'il y a aussi une nécessité de préparer sa demande de subvention, sa recherche de financement. Et si vous aviez un conseil clé, après on va poser la question, on va laisser la parole à la salle, on va commencer à parler de parcours individuel, on va commencer à parler de chacun d'entre vous et on continuera autour d'un café. S'il y avait un conseil clé, je ne sais pas, quelque chose qui évoqué un peu ça, c'est pas un débat terminé, on est d'accord. On a compris qu'il y avait du financement, on a compris qu'il fallait le préparer, qu'il y avait une réelle démarche, une démarche qui passait par la rencontre avec chacun d'entre vous et que chaque brique était un maillon essentiel. Chaque brique est un maillon, c'est pas très français, là. Mais chaque brique est un mur, fait partie d'un mur complet du financement. Un conseil clé, peut-être, je ne sais pas, pour, selon vous, votre expertise quand même qui est riche, sur la création d'entreprise et la recherche de financement, surtout, par rapport au thème d'aujourd'hui. La recherche de financement, en fait, je vais revenir à l'élément que j'ai dit tout à l'heure en introduction, c'est-à-dire, vous avez votre projet, vous allez le bâtir son modèle économique. Ce n'est qu'après qu'on va identifier les éventuels dispositifs qui sont appropriés, et non pas l'inverse. On a des fois effectivement des porteurs de projets qui disent, je viens d'un monde, moi, il y a très longtemps je travaillais pour le monde agricole et agroalimentaire, où des fois on avait un mauvais mindset à la française, c'est-à-dire quelle aide on peut utiliser pour quel projet. Non, c'est l'inverse. J'ai mon projet et après on va essayer d'être intelligent et d'identifier le dispositif le plus approprié pour le faire. Donc c'est votre projet qui a toujours préemption. Par contre, effectivement, il faut qu'il soit suffisamment bien bâti. Et je dirais le deuxième message, soyez compréhensible quand vous voyez vos interlocuteurs, quels qu'ils soient. Si ils ne comprennent pas votre projet, ce que vous voulez faire, c'est bien qu'il y a un problème de communication. Et ce problème de communication va être une entrave pour chacune de vos démarches, que ce soit vers un financeur, vers un partenaire,
vers un client, vers un fournisseur, si vous n'arrivez pas à rendre visible, on est dans une société de communication. Donc si on n'est pas lisible sur ce qu'on veut faire, et notamment c'est le cas pour nous, pour l'innovation, ce qui se conçoit bien, c'est clairement. Et les mots pour décrire viennent aisément. D'où les concours de pitch, on a 3 minutes, 4 minutes pour arriver à pitcher son projet. C'est Noël. Peut-être un bon conseil, une bonne idée. Alors en matière d'aide et de subvention, donc on l'a vu, il y a des aides qui sont clairement identifiées et on va dire qui fonctionnent. Le Pôle emploi, les prêts d'honneur, puisque les prêts d'honneur, si on s'y prend assez tôt, on a des réponses formelles. Simplement, quand on bâtit un projet de création ou de reprise, on va faire un mix de tout ça. On va dire d'un côté, je vais diminuer ma rémunération parce que je vais avoir la possibilité d'avoir l'aide pour l'emploi, je vais renforcer mes fonds propres avec mon prêt d'honneur, etc. Et puis, on l'a vu, monsieur Martinez, il nous a dit, moi j'ai aussi fait une demande pour une subvention, j'ai pas encore la décision. Et vous voyez, par exemple, le conseil, c'est de dire, il y a des aides sur lesquelles je peux compter, et celles-ci, je vais les intégrer dans mon plan de financement. Et puis il y a d'autres aides qui sont plus aléatoires, qui demandent plus de temps d'instruction, et celles-ci surtout, bah, si vous les obtenez, tant mieux, ce sera ce qu'on appelle la cerise sur le gâteau. Par contre, en aucun cas, il faut intégrer des aides aléatoires dans l'équilibrage d'un plan de financement, parce qu'on court à la catastrophe si on n'obtient pas ce que l'on prévoit. Et c'est aussi vrai dans l'innovation, puisqu'il y a beaucoup de besoins, de levée de fonds, etc., qui fait que si on ne les obtient pas, c'est quoi la solution de repli? Donc c'est très important de pouvoir indiquer dans ce plan de financement ce dont on est certain. D'accord, tout à fait. Pareil, un bon conseil, le regard du banquier. Un conseil, ce serait celui de choisir les partenaires avec lesquels vous avez envie de travailler. En rigolant, j'ai envie de vous dire, si je vous ai plu ce matin, venez me voir. Si je vous ai pas plu, il ne faut pas venir me voir. Parce que voilà, vous allez sortir, vous n'allez plus aller voir votre banquier de particulier à professionnel, vous allez être sur une relation de pro à pro. Et du coup, vous devez être en totale confiance avec ça. Et une deuxième chose, c'est de rester, vous, au centre de votre projet. Parce que voilà, il y a une multitude d'interlocuteurs qui sont là pour vous aider. Et vraiment, pour vous aider, c'est ça qu'il faut comprendre. Et vous devez rester au centre de votre projet. Par exemple, quand vous allez solliciter une aide, si on vous demande d'expliquer votre chiffre d'affaires, il ne va jamais falloir dire c'est le comptable qui l'a fait. Voilà. Voilà, ils sont très très bons experts comptables. Ils ont une référence, une pointure en la matière. En fait, voilà, vous restez au centre de votre projet, vous devez vous faire comprendre et vous devez savoir l'expliquer et expliquer sur les points sur lesquels on va venir vous chercher. Voilà, ne jamais dire c'est le banquier qui l'a fait, c'est l'expert comptable qui s'est débrouillé avec ça. C'est vous qui allez devoir construire vos chiffres et qui va enfoncer les portes. Manon, une question, un bon conseil, conseil clé. Partez de vos besoins. Déjà, n'allez pas chercher des financements pour aller chercher des financements, établissez vos besoins et trouvez les financements qui correspondent à ce besoin-là. Il y a un financement, je ne sais pas si on a parlé avec Paris aussi, qui est le crowdfunding. Ah oui, effectivement, là-bas, effectivement, pour renforcer les fonds propres. Il y a Benoît qui est en haut, je pense qu'il répondra à vos questions sur le crowdfunding. Ah bah oui, j'allais dire là. Autour d'un café. Il y a la. C'est monsieur pas tout à fait barbu, là, qui vient de qui a une plateforme. Qui a une plateforme, voilà, c'est ça. Il y a aussi sollicité la Love Money, donc l'argent de vos proches qui sont prêts à investir dans votre projet. Il y a plein de manières de le faire. Il y a énormément de dispositifs. Il y a des subventions, il y a Pôle emploi. Faites un état des lieux de vos besoins. Et ensuite, allez voir un d'entre nous et on trouvera l'aide qui est appropriée. Mais faites-vous entourer et connaissez vos besoins. C'est clair, partez des besoins et partez du principe qu'il y aura du temps aussi pour ce projet-là. Il n'y a pas encore une fois une table, un bureau où on rentre en disant bonjour, c'est le bureau des subventions, il y a le bureau des légendes sur Canal, mais ça restera dans la légende dans ces cas-là. Le bon conseil de l'expert comptable, on l'a compris, c'est quand même le seuil de rentabilité, partir du point d'équilibre. Il n'y a pas ça, le projet passe également par le choix de la forme d'entreprise. Oui, bien sûr. Parce qu'on voit souvent, malheureusement, et on en rencontre beaucoup, des jeunes créateurs qui viennent, j'ai entendu parler pour une SASU, alors qu'on ne sait pas le chiffre d'affaires qu'il va faire, etc. Donc la forme d'entreprise est très importante, entreprise individuelle, société, SARL, SAS, etc. Tout ça, bon, ce soit les chambres de commerce, les banquiers, peuvent vous renseigner, mais je crois que n'allez pas monter
donc une grosse société. Si vous n'avez pas besoin d'actionnaire, ou si vous n'entourez pas d'actionnaire, et si en plus ne prenez pas ce meilleur mort pour aller livrer à la place de gens de petits colis de 30 kilos. Voilà. Voilà un marché intéressant, le marché du dernier kilomètre en ville, l'économie circulaire, voilà, vaste sujet sur lequel beaucoup de monde en ce moment est en train de se positionner, véhicule électrique ou pas, aussi vaste débat. La meilleure solution, ça va être maintenant de vous donner la parole. Je crois que chacun d'entre vous a un parcours, une interrogation sur est-ce que moi j'ai droit à de l'argent, si oui, est-ce que lequel d'entre vous peut m'aider? Excusez-moi, c'est bon. Et donc, ce que je vous propose, le dernier petit quart d'heure, la dernière 10 petites minutes, c'est de vous donner la parole, après on aura un café d'échange. Vous pourrez venir aussi compléter ce débat. Alors, mesdames, messieurs, on va clore. Je sais que chacun d'entre vous a peut-être avoir des questions, parce que dès qu'on parle financement et qu'on parle, voilà, chacun a sa vision. Ce que je vous propose pour clore ce débat, c'est de donner la parole au président Claude Barbin. Avant toute chose, président, je vous propose d'applaudir, si vous voulez bien, nos intervenants de ce matin. Et je vous propose bien, si vous avez un café, de prolonger le débat juste après. Président, avec grand plaisir, le micro pour vous. Ne vous inquiétez pas, je ne garderai pas le micro plus d'1h45, c'est l'objectif. En tous les cas, quand je vois cet hémicycle bien rempli, je mesure la potentialité qu'il y a sur notre territoire. Je suis avec Stéphane Servanti, premier vice-président de notre Chambre, qui fait aussi partie, à travers Michelin Développement, de capacité qu'il y a de vous accompagner. Vous avez bien compris qu'ici, il y a de la matière pour vous accompagner dans cette dynamique qui est absolument nécessaire pour notre territoire. Donc vous accueillir dans votre chambre, c'est quelque chose qui pour nous est important. J'en profite pour revoir certains de porteurs de projets qui sont en réflexion que j'ai rencontré lors du salon de l'export, de dire que la dynamique que vous portez, je l'ai portée, j'ai fait passer le dossier qu'on m'avait donné et j'ai fait en sorte de créer le lien avec l'autorité militaire, puisque c'est un projet à destination des armées, et donc j'ai fait ce que j'avais promis de faire. Et vous voyez, dans un cas très concret, ce que je suis en train de faire, les collaborateurs de notre chambre vont porter également cette dynamique. Vous parlez de subventions, d'accompagnement, de réflexion sur tous les accompagnements financiers. Nous étions avec Stéphane Servanti il n'y a pas longtemps, enfin quand je dis il n'y a pas longtemps, il y a 2 semaines, à l'inauguration d'un hôtel à Besse, sur lequel on a aidé à trouver des fonds, et je crois que sur 5 millions, on a réussi à faire en sorte qu'il y en ait déjà un. Donc la Chambre est présente sur des projets, petits projets, moyens projets et grands projets pour vous accompagner là-dedans. Donc c'est bien le bon endroit pour venir réfléchir à vos projets. Mais vous avez également une autre réflexion à faire, c'est également sur la partie formation. C'est bien d'avoir des projets, mais c'est aussi bien, et vous savez qu'on a un organisme qui s'appelle CCI Formation et qui peut vous accompagner sur des tas de réflexions entrepreneuriales. Voilà, je ne vais pas rallonger les propos. Merci de votre présence. Notez bien que c'est ici que ça se passe et je crois qu'on a un pot qui est organisé. Merci à tous, merci à nos intervenants. Bonne matinée.